Mon mari m'a demandé de ne pas l'embarrasser ce soir-là. J'ai promis de rester silencieuse, discrète, invisible, comme il le souhaitait. Mais alors l'homme le plus puissant de cette fête a traversé tout le salon, s'est arrêté devant moi et a dit qu'il me cherchait depuis 24 ans. Le verre que Tristan tenait est tombé sur le sol de marbre et s'est brisé en 1000 morceaux. Et à cet instant, j'ai compris que j'avais gaspillé la moitié de ma vie à essayer d'être assez petite pour tenir dans un mariage qui n'a jamais eu de place pour moi. Je m'appelle Éléonore Savidan, et tout a commencé 3 jours avant ce bal, quand mon mari est rentré à la maison avec une expression que je n'avais pas vue depuis des années. Tristan Morel travaille depuis 17 ans dans un cabinet d'avocats d'affaires à Lyon, un endroit qui a toujours appartenu à sa famille, mais jamais vraiment à lui. Il a passé toute sa vie à espérer que son nom de famille ouvrirait des portes. Mais les portes sont restées fermées pendant que cousins et oncles occupaient les postes qu'ils pensaient mériter. Jusqu'à ce que tout change il y a 3 mois. Un conglomérat scandinave a racheté l'entreprise entière et Tristan, qui s'attendait à être licencié, a reçu une invitation à un bal de gala organisé par le nouveau propriétaire, un homme nommé Gaspar Alvorsen, que personne ne connaissait mais que tous craignaient. Quand il m'a parlé de l'événement, ses mains tremblaient légèrement, tandis qu'il tenait l'invitation, comme s'il s'agissait d'une sentence de vie ou de mort. Il a dit que ce serait la chance de sa carrière, qu'il devait faire bonne impression, que je devais l'accompagner, mais que je devais comprendre certaines choses. Il n'a pas utilisé ces mots exactement, mais le message était clair, comme de l'eau. Je devais être assez belle pour le valoriser socialement, mais assez invisible pour ne pas gêner ses plans. Je devais sourire si quelqu'un me saluait, mais jamais entamer de conversation. Je devais exister sans occuper d'espace, respirer sans faire de bruit, être présente sans vraiment l'être. J'ai accepté sans discuter, parce qu'au cours de 20 ans de mariage, j'ai appris que questionner Tristan ne changeait absolument rien. Cela rendait seulement tout plus épuisant et lui plus sur la défensive. Notre mariage n'était ni violent ni explicitement malheureux. Il était juste vide, d'une manière qui fait plus mal que n'importe quel cri. Il payait les factures, je m'occupais de la maison. Nous partagions le même toit, mais plus rien qui comptait vraiment. Ni rêve, ni secret, ni regard qui durait plus de 2 secondes. Nous vivions comme 2 locataires polis qui respectent le silence l'un de l'autre et ne posent jamais de questions sur la journée parce qu'ils savent déjà que la réponse sera toujours la même. J'ai passé les jours suivants à me préparer avec le soin de quelqu'un qui se prépare pour une présentation où l'objectif est de ne pas être remarqué. Je suis allée chez le coiffeur et j'ai demandé quelque chose d'élégant mais discret. J'ai choisi une robe bleu marine qui n'attirait pas l'attention, mais ne me faisait pas non plus paraître négligée. J'ai essayé 3 paires de chaussures différentes jusqu'à trouver celle qui ne faisait pas trop de bruit en marchant. Tristan a tout approuvé d'un hochement de tête distrait pendant qu'il ajustait sa propre cravate dans le miroir. Et j'ai remarqué qu'il était plus nerveux que je ne l'avais jamais vu. Pour la première fois depuis des années, j'ai ressenti quelque chose qui ressemblait à de la compassion pour lui, parce que j'ai reconnu dans cette nervosité la même chose que je ressentais tous les jours. La peur de ne pas être à la hauteur, d'être ignoré, de passer toute sa vie à essayer de prouver sa valeur à des gens qui ne vous verront jamais vraiment. Le soir du bal, le taxi nous a déposés devant l'hôtel de ville à 8 heures précises. La façade était illuminée par des projecteurs qui transformaient le bâtiment historique en quelque chose de presque irréel, comme un décor de cinéma monté pour impressionner. Il y avait des agents de sécurité à l'entrée, vérifiant les noms sur des tablettes, des voituriers impeccablement vêtus, conduisant des voitures qui coûtaient plus que notre maison, des photographes capturant chaque arrivée comme si tous ceux qui étaient là étaient des célébrités. Tristan a redressé ses épaules avant de monter l'escalier, et je l'ai suivi 2 pas derrière comme je le faisais toujours, comme il s'attendait à ce que je le fasse. Quand nous sommes entrés dans le grand salon, j'ai senti mon estomac se serrer. Tout là-bas était conçu pour vous faire sentir petit. Le plafond avait au moins 10 mètres de hauteur, couvert de fresques du XVIIIe siècle représentant des scènes mythologiques dans des tons d'or et de bleu céleste. Des lustres de cristal pendaient comme des constellations capturées, chacun avec des centaines d'ampoules créant une lumière chaude et intimidante à la fois. Les murs étaient revêtus de marbre couleur crème avec des veines dorées,
Et il y avait d'énormes colonnes qui semblaient soutenir non seulement le plafond, mais le poids de siècles d'histoire. Les tables étaient couvertes de nappes en lin blanc immaculé, avec des arrangements floraux qui devaient avoir coûté plus que ce que je dépensais en vêtements en un an entier. Des roses blanches et des hortensias bleues organisées avec une perfection presque agressive. Des serveurs circulaient avec des plateaux de champagne dans des flûtes en cristal qui brillaient sous la lumière des lustres. Et les gens conversaient en petits groupes avec ce type d'aisance qui vient du fait de grandir en sachant que vous appartenez à des endroits comme celui-ci. Les femmes portaient des robes de créateurs et des bijoux qui avaient probablement des noms propres. Les hommes portèrent des costumes sur mesure et des montres qui coûtaient plus que des voitures. Et tous se déplacèrent dans l'espace avec une confiance que je n'aurais jamais, peu importe combien de fois Tristan m'emmènerait à des événements comme celui-ci. Il m'a lâché le bras dès que nous avons franchi la porte principale, ses yeux scrutant déjà l'environnement à la recherche de visages importants, de personnes qui pourraient l'aider à gravir la hiérarchie de l'entreprise. Sans dire un mot, il s'est éloigné vers un groupe d'hommes qui conversaient près de l'une des énormes fenêtres donnant sur le Saône, et je suis restée là seule, tenant mon petit sac à main des deux mains comme s'il était une ancre. J'ai respiré profondément en essayant de contrôler la pression dans ma poitrine et j'ai marché jusqu'au côté du salon, me positionnant stratégiquement près d'une colonne où je pouvais tout voir sans être dans le chemin de personne, où je pouvais exister sans être remarqué. De là, j'ai observé Tristan se transformer en la version de lui-même qu'il pensait impressionner les gens. Il riait trop fort pour des blagues qui n'étaient probablement pas si drôles. Gesticulait avec un enthousiasme exagéré en racontant des histoires que personne ne semblait vraiment intéressé à entendre, touchait le bras des autres hommes avec une familiarité forcée qui me retournait l'estomac. Il essayait si désespérément d'être vu, d'être rappelé, d'être considéré important, mais les gens autour de lui répondaient avec des sourires polis et détournaient rapidement le regard à la recherche de conversations plus intéressantes. Et j'ai reconnu dans ces sourires vides la même chose que je voyais dans le miroir tous les jours. L'expression de quelqu'un qui est physiquement présent mais absent dans tous les autres sens. J'ai ressenti une pointe étrange dans la poitrine qui n'était pas exactement de la pitié, mais pas non plus de la colère. C'était quelque chose de plus complexe et douloureux. C'était la reconnaissance que Tristan et moi étions fondamentalement la même chose. Deux personnes essayant désespérément d'exister dans des espaces qui ne nous avaient jamais vraiment voulu. Deux personnes qui avaient passé tellement de temps à essayer de s'adapter qu'elles avaient oublié qui elles étaient avant de commencer à essayer. Je suis restée là debout pendant presque une heure, observant les gens circuler dans le salon en leur petit groupe exclusif, écoutant des fragments de conversation sur les affaires et les voyages et les propriétés dans des endroits que je ne visiterai jamais. Personne ne s'est approché de moi, personne ne m'a offert de champagne, personne ne m'a incluse dans aucune conversation, et cela ne m'a pas surprise parce que j'étais devenue experte en étant ignorée. J'avais perfectionné l'art de disparaître dans des environnements remplis de gens. C'est alors que la musique s'est arrêtée. Pas brusquement, mais comme une vague qui recule lentement du sable. Les conversations se sont éteintes progressivement, remplacées par un murmure croissant qui a traversé le salon comme le vent traverse un champ de blé. Tous ont commencé à se tourner dans la même direction, formant un couloir humain involontaire qui menait jusqu'à l'entrée principale. Je me suis tournée aussi, plus par instinct que par réelle curiosité, et c'est à ce moment-là que je l'ai vu. Gaspar Alvorsen est entré dans le salon sans se presser, les mains dans les poches de son costume sombre parfaitement coupé, marchant comme quelqu'un qui n'a jamais eu à prouver quoi que ce soit à personne parce qu'il a toujours su exactement qui il était. Il n'était ni particulièrement grand, ni particulièrement beau, mais il y avait quelque chose dans la façon dont il occupait l'espace qui faisait que toutes les autres personnes semblaient un peu moins réelles. Ses cheveux étaient grisonnants et peignés vers l'arrière, son visage avait des rides qui semblaient avoir été sculptées par des années de décisions difficiles et de responsabilités lourdes. Mais c'étaient ses yeux qui attiraient vraiment l'attention. Des yeux d'un bleu si clair qu'il semblait voir à travers les gens plutôt que simplement les regarder. Il a avancé dans le salon et les gens se sont ouverts automatiquement,
créant de l'espace pour qu'il passe sans qu'il ait besoin de demander ou même de regarder sur les côtés. Tristan s'est avancé rapidement, se positionnant stratégiquement sur le chemin de Gaspard, avec ce sourire répété qu'il pratiquait dans le miroir avant les événements importants, et pendant un moment j'ai pensé que finalement mon mari aurait l'attention qu'il désirait tant. Mais Gaspard ne s'est pas arrêté. Il n'a même pas ralenti le rythme. Il n'a même pas regardé dans la direction de Tristan. Il a simplement continué à marcher comme si mon mari faisait partie de la décoration, une colonne de marbre de plus sans importance spécifique. Et il a continué à venir directement vers moi. Mon cœur a commencé à battre plus vite et j'ai pensé que je devais me tromper, qu'il allait vers quelqu'un derrière moi, quelqu'un d'important que je n'avais pas vu. J'ai rapidement regardé sur les côtés, mais il n'y avait personne. J'étais seul adossé à cette colonne où j'avais passé la dernière heure à essayer d'être invisible. Gaspard s'est arrêté devant moi, si près que j'ai pu sentir son parfum, quelque chose avec des notes de cèdre et d'épices qui était à la fois familier et complètement étranger. Il m'a regardé, non pas avec le regard occasionnel de quelqu'un qui remarque une personne pour la première fois, mais avec le regard de quelqu'un qui reconnaît quelque chose qu'il pensait avoir perdu pour toujours, de quelqu'un qui trouve enfin quelque chose qu'il a cherché si longtemps qu'il avait commencé à croire qu'il ne le reverrait jamais. Il a respiré profondément, et quand il a parlé, sa voix est sortie rauque, chargée d'une émotion qu'il n'a pas essayé de cacher. Et les mots qui sont sortis de sa bouche ont tout changé, ont brisé 24 ans de silence et de distance et de regret en une seule phrase. Il a dit qu'il me cherchait depuis 24 ans, qu'il avait pensé que j'avais disparu pour toujours. Le monde autour de nous n'a pas cessé de bouger, la musique continuait à jouer, les gens continuaient à converser, les serveurs continuaient à circuler avec leurs plateaux de champagne. Mais pour moi, tout s'est figé, comme si quelqu'un avait appuyé sur pause dans ma vie et que j'avais enfin le temps de traiter tout ce que j'avais ignoré pendant si longtemps. J'ai entendu le bruit du verre qui se brisait derrière moi, un bruit aigu et définitif qui a résonné sur le marbre du sol. Je n'ai pas eu besoin de me retourner pour savoir que c'était le verre de Tristan. Je n'ai pas eu besoin de voir son visage pour savoir exactement ce qu'il ressentait à ce moment-là. Parce que certaines chutes n'ont pas besoin de témoins. Elles arrivent simplement quand quelqu'un réalise enfin qu'il a passé toute sa vie à construire sur du sable, quand quelqu'un comprend enfin qu'il n'a jamais été vraiment vu par la seule personne qui aurait dû le voir. Si vous m'écoutez maintenant et que vous reconnaissez cette sensation d'avoir passé des années à être traité comme une ombre dans votre propre vie, laissez dans les commentaires d'où vous regardez. Parce que des histoires comme celle-ci doivent être partagées, doivent être témoignées, et peut-être que votre présence ici signifie que vous aussi êtes prête à arrêter de disparaître. Et si cette histoire touche votre cœur d'une manière ou d'une autre, pensez à vous abonner à la chaîne, parce qu'il y a encore beaucoup à raconter sur ce qui s'est passé cette nuit-là et dans les mois qui ont suivi. Je n'ai pas pu trouver ma voix immédiatement. Je suis resté là debout à regarder Gaspard Halvorsen pendant que mon cerveau essayait de traiter l'impossible. Essayait de connecter cet homme puissant et confiant devant moi avec la seule personne qui m'avait fait sentir complètement vue dans ma vie. Il y a 24 ans, j'avais 26 ans et je terminais mon master en histoire de l'art à l'université Lyon 2. J'étais une version complètement différente de moi-même, quelqu'un que je reconnaissais à peine quand je regardais de vieilles photos. À cette époque, j'étais passionnée par l'art médiéval. Je passais des heures à la bibliothèque à rechercher des manuscrits enluminés et des cathédrales gothiques. Je rêvais de travailler dans un musée important, en organisant des expositions qui feraient voir aux gens le Moyen-Âge, non pas comme une période obscure, mais comme une ère de beauté et d'innovation extraordinaire. J'avais des projets, j'avais de l'ambition. J'avais une clarté sur qui j'étais et ce que je voulais qui maintenant semblait appartenir à une autre personne dans une autre vie. C'est en novembre de cette année-là que j'ai rencontré Gaspard. Il était étudiant en échange, venant de Norvège pour un semestre à Lyon, étudiant l'administration des entreprises mais fasciné par l'histoire et l'art. Nous nous sommes rencontrés à la bibliothèque universitaire tard dans la nuit. Il cherchait un livre en français sur la révolution industrielle et était complètement perdu entre les rayonnages interminables. J'ai offert mon aide et nous avons fini par parler pendant des heures,
assis à une table au fond de la bibliothèque pendant que la neige commençait à tomber dehors. Parlant de tout depuis l'architecture romane jusqu'à la philosophie existentialiste, découvrant que nous partagions cette chose rare qu'est de trouver quelqu'un qui pense de manière similaire mais suffisamment différente pour vous défier. Gaspard était différent de tous les hommes que j'avais connus jusqu'alors. Il ne parlait pas juste pour remplir les silences ou pour impressionner. Il écoutait vraiment, posait des questions sincères sur mes recherches et mes idées, me regardait quand je parlais comme si chaque mot comptait. Avec lui, je me sentais vue d'une manière que je n'avais jamais expérimentée auparavant, ni jugée ni mesurée contre un standard impossible, juste complètement acceptée comme j'étais. Nous avons passé les 6 mois suivants pratiquement inséparables. Nous marchions le long du Saône jusqu'à l'aube en parlant d'art et de politique et du sens de la vie. Nous nous asseyions dans des cafés minuscules en buvant du chocolat chaud, pendant que nous débattions passionnément de tout depuis le cinéma jusqu'à la théorie économique. Il me lisait des poèmes norvégiens que je ne pouvais pas comprendre, mais dont la musicalité m'émouvait jusqu'aux larmes, et je l'emmenais voir des églises médiévales oubliées dans les périphéries de Lyon, partageant ma passion pour des détails architecturaux que la plupart des gens ne remarquaient même pas. Avec Gaspard, j'étais plus moi-même que je ne l'avais jamais été avec qui que ce soit d'autre. Je n'avais pas besoin de me censurer, ni de me diminuer, ni de prétendre être moins intelligente ou moins passionnée que je ne l'étais vraiment. Mais le temps a une façon cruelle de détruire les belles choses, et en mai, son échange s'est terminé. Il devait retourner en Norvège, finir ses études, commencer à travailler dans l'entreprise familiale. Nous avons longuement parlé de l'avenir. Assis dans son petit appartement d'étudiant, pendant que ses valises à moitié faites nous observaient comme des témoins silencieux de l'inévitable. Gaspard voulait que je vienne avec lui, disait que nous trouverions un moyen de faire fonctionner les choses, que je pourrais continuer mes recherches à Oslo, que l'amour était suffisant pour surmonter la géographie et la logistique. Et je l'ai cru, j'ai cru en nous. J'ai même commencé à faire des plans pratiques sur comment transférer mes crédits et trouver un directeur en Norvège. Puis ma mère a été diagnostiquée d'un cancer du pancréas en stade avancé, et tout s'est effondré. Les médecins ont dit qu'elle avait au maximum 6 mois, que le traitement serait seulement palliatif, que le mieux que nous pouvions faire était de la garder confortable et de profiter du temps qui restait. Mon père était mort 3 ans auparavant d'une crise cardiaque. J'étais fille unique, il n'y avait personne d'autre. Ma mère avait besoin de moi, et je ne pouvais pas simplement l'abandonner pour suivre mes rêves de l'autre côté de l'Europe. J'ai dit à Gaspard qu'il devait partir sans moi, que nous nous retrouverions dès que possible, que c'était juste temporaire. Il a pleuré, quelque chose que je ne l'avais jamais vu faire, m'a supplié de trouver une autre solution, n'importe quelle solution. Mais il n'y avait pas d'autre solution, et nous le savions tous les deux. Alors nous nous sommes dit au revoir à la gare, avec des promesses que nous voulions croire, mais que nous soupçonnions tous les deux de ne pas pouvoir tenir. Ma mère n'est pas morte en 6 mois. Elle s'est battue pendant 9 mois entiers, 9 mois de traitements douloureux et de faux espoirs et de déclins graduels qui ont transformé la femme forte qui m'avait élevée en une ombre fragile d'elle-même. J'ai passé ces mois à m'occuper d'elle, à l'accompagner à des rendez-vous médicaux interminables, à tenir sa main pendant qu'elle vomissait les effets de la chimiothérapie, à parler avec elle de vieux souvenirs pour la distraire de la douleur présente. Quand elle est finalement morte un matin froid de février, j'ai senti comme si une partie de moi était morte avec elle, comme si les 9 mois passés à m'occuper d'elle avaient drainé non seulement mon énergie, mais aussi ma capacité de rêver. Gaspard m'a écrit pendant tout ce temps de longues lettres passionnées racontant sa vie en Norvège, faisant des plans pour quand nous pourrions enfin être à nouveau ensemble, m'envoyant des photos des fjords et des montagnes, en disant qu'il avait hâte de me montrer tout cela en personne. Il m'appelait chaque semaine, sa voix déformée par la mauvaise connexion, mais toujours capable de me faire sentir moins seule pendant quelques minutes. Il disait qu'il était prêt à revenir si j'en avais besoin, qu'il abandonnerait tout pour être avec moi, mais je disais toujours non, qu'il devait se concentrer sur sa carrière, que j'irais bien. Mais je n'allais pas bien. Après la mort de ma mère, je suis restée vide d'une manière que je ne peux pas décrire adéquatement, comme si toute la douleur et l'épuisement de ces 9 mois avaient effacé ma capacité à ressentir quoi que ce soit d'autre.
J'ai arrêté de répondre aux lettres de Gaspard avec la même fréquence, puis j'ai arrêté de répondre complètement. Quand il appelait, j'inventais des excuses pour raccourcir la conversation. Finalement, j'ai demandé qu'il arrête de me contacter. J'ai dit que j'avais besoin de temps, d'espace, de silence pour traiter ma perte. La vérité que je n'ai jamais admise à lui, que j'ai à peine admise à moi-même, c'est que j'avais peur. Peur d'être heureuse à nouveau parce que le bonheur semblait quelque chose de trop fragile pour lui faire confiance. Peur de déménager dans un autre pays et de construire une nouvelle vie parce que cela exigeait un courage que je ne sentais plus avoir. Peur d'aimer profondément, parce qu'aimer profondément signifiait éventuellement perdre profondément, et j'avais déjà trop perdu. Alors j'ai coupé les liens de la manière la plus lâche possible, disparaissant simplement progressivement jusqu'à ce que Gaspard finisse par arrêter d'essayer de me joindre. 3 ans plus tard, j'ai rencontré Tristan lors d'un événement de networking organisé par l'université. Il était avocat d'affaires, portait un costume bien coupé et une montre chère, parlait avec confiance de sa carrière dans le cabinet familial. Il était stable, prévisible, sûr de toutes les façons que Gaspard ne l'était pas. Il ne me faisait pas rêver, mais il ne me faisait pas peur non plus, et à ce moment de ma vie, la sécurité semblait plus précieuse que la passion. Nous nous sommes mariés 1 an plus tard, dans une petite cérémonie qui ressemblait plus à une formalité bureaucratique qu'à une célébration d'amour. J'ai abandonné mes projets de terminer mon doctorat et de travailler dans des musées. J'ai accepté que cette version de moi-même était morte avec ma mère. Je me suis transformée en Madame Morel et j'ai passé les 20 années suivantes à vivre une vie qui n'était pas exactement malheureuse, mais qui n'était pas vraiment la mienne non plus. Et maintenant, Gaspard était devant moi après 24 ans, disant qu'il m'avait cherché, qu'il ne m'avait jamais oublié. Ma voix est enfin revenue, rauque et tremblante. Ma voix est revenue, rauque et tremblante, mais avant que je puisse prononcer un seul mot, j'ai entendu Tristan s'approcher par derrière. Sa respiration était saccadée. Je pouvais sentir la fureur et l'humiliation émaner de lui comme une chaleur toxique. Il s'est arrêté à côté de moi, ses poings serrés si fort que ses jointures étaient blanches, son visage rouge d'une colère qu'il essayait désespérément de contrôler devant son nouveau patron. Il a prononcé le nom de Gaspard avec une déférence forcée qui sonnait faux, s'est présenté comme avocat chez Morel & Associés, a dit que c'était un honneur de rencontrer enfin le propriétaire du conglomérat qui avait acheté l'entreprise. Mais Gaspard ne l'a même pas regardé. Ses yeux restaient fixés sur moi avec cette intensité qui me coupait le souffle, comme si personne d'autre n'existait dans ce salon rempli de centaines de personnes. Tristan a posé sa main sur mon bras, pas doucement, mais avec une pression qui voulait à la fois me réclamer et me contrôler. Il a dit d'une voix tendue que j'étais sa femme, qu'il ne comprenait pas de quoi Gaspard parlait, qu'il devait sûrement y avoir une erreur d'identité, parce que c'était impossible que nous nous connaissions. Gaspard a finalement tourné son regard vers Tristan, et ce regard ne contenait ni hostilité ni mépris. Juste une absence totale d'intérêt, comme si mon mari était un détail insignifiant dans une conversation importante. Il a dit calmement qu'il n'y avait aucune erreur, que lui et moi nous connaissions depuis très longtemps, et que nous avions beaucoup de choses à nous dire. Le silence est tombé autour de nous comme une chape de plomb. Les conversations se sont arrêtées progressivement, alors que les gens réalisaient qu'ils assistaient à quelque chose d'extraordinaire, le genre de scène dont on parle pendant des années dans les dîners mondains. Je sentais les regards brûler ma peau. Je voyais du coin de l'œil les téléphones portables se lever discrètement pour capturer ce moment. Je savais que d'ici demain matin, tout Lyon saurait ce qui s'était passé ce soir au bal du nouveau propriétaire de Morel & Associés. Tristan tremblait maintenant, sa main serrant mon bras si fort que ça faisait mal, mais je ne protestais pas parce qu'une partie de moi comprenait que c'était la seule forme de contrôle qui lui restait dans une situation qui lui échappait complètement. Il a dit que nous devions partir, que c'était tard, que nous avions une longue journée demain. C'était pathétique et nous le savions tous les deux, cette excuse transparente pour fuir avant que son humiliation devienne encore plus complète. Mais quelque chose en moi avait changé. Quelque chose que j'avais enfoui pendant 24 ans venait de se réveiller, comme une plante dormante qui sent enfin la pluie après des années de sécheresse. Je me suis tournée vers Tristan et j'ai retiré mon bras de sa poigne, doucement mais fermement, et les mots sont sortis de ma bouche avant même que mon cerveau ait eu le temps de les censurer. J'ai dit qu'il devait rentrer à la maison seul, que j'avais besoin de parler avec Gaspard, que je reviendrais plus tard.
Le visage de Tristan a traversé une dizaine d'expressions différentes en l'espace de quelques secondes. Incrédulité d'abord, comme s'il n'arrivait pas à croire ce qu'il venait d'entendre. Puis colère, une rage pure qui a fait gonfler les veines de son cou. Puis humiliation, la réalisation que sa femme venait de le rejeter publiquement devant son patron et tous ses collègues. Et finalement, une sorte de désespoir impuissant. La compréhension que malgré toutes ses protestations et toute sa fureur, il ne pouvait rien faire pour changer ce qui était en train de se passer. Il a ouvert la bouche pour protester, mais aucun son n'en est sorti. Il est resté là figé pendant ce qui a semblé être une éternité, mais n'était probablement que quelques secondes. Puis il a tourné les talons brusquement et a traversé le salon à grandes enjambées, bousculant des gens sur son passage sans s'excuser, laissant derrière lui un sillage de murmures choqués et de regards embarrassés. La porte d'entrée a claqué si fort que même la musique n'a pas pu couvrir le bruit. Je me suis tournée vers Gaspard et pour la première fois depuis qu'il était apparu devant moi, j'ai vraiment regardé son visage. Les rides autour de ses yeux, les cheveux gris qui avaient remplacé le blond doré dont je me souvenais, la maturité dans ses traits qui parlaient de décennies d'expérience que je n'avais pas partagées. Mais ses yeux étaient les mêmes, ce bleu impossible qui m'avait fait tomber amoureuse dans une bibliothèque universitaire il y a si longtemps. Ma voix est sortie à peine plus forte qu'un murmure, tremblante d'émotions que je ne savais même pas nommer. Et j'ai posé la question qui brûlait dans ma gorge depuis qu'il avait prononcé ses premiers mots. J'ai demandé pourquoi il était là. Pourquoi maintenant, après tant d'années de silence, comment il m'avait retrouvée alors que j'avais si soigneusement disparu. Gaspard a pris une longue inspiration, comme quelqu'un qui s'apprête à plonger dans une eau profonde dont il ne connaît pas la température. Il a regardé autour de nous, les centaines de personnes qui nous observaient encore avec une curiosité mal dissimulée, et il a fait quelque chose que je n'attendais pas. Il a tendu sa main vers moi, paume ouverte, pas comme un ordre mais comme une invitation, et quand j'ai hésité, il a dit doucement qu'on ne pouvait pas avoir cette conversation ici. Pas devant tous ces gens, pas dans ce lieu qui appartenait au spectacle et aux apparences. J'ai regardé sa main pendant un long moment, consciente que la prendre signifiait franchir un point de non-retour, que ce simple geste allait changer ma vie d'une façon que je ne pouvais même pas imaginer complètement. Puis j'ai pensé aux 20 dernières années, à tous les matins où je m'étais réveillée dans un lit que je partageais avec un étranger, à tous les soirs où j'avais fait semblant d'être intéressée par des conversations qui ne m'intéressaient pas, à toutes les versions de moi-même que j'avais tuées pour devenir quelqu'un d'acceptable pour un homme qui ne m'avait jamais vraiment vue. J'ai pris sa main. Gaspard m'a conduite hors du salon, sous les regards de centaines de personnes qui allaient transformer cette scène en ragot pendant des mois. Nous avons descendu les escaliers de l'hôtel de ville, traversé la place où une pluie fine avait commencé à tomber, créant des auréoles lumineuses autour des lampadaires. Sa voiture était garée à quelques rues de là, une berline noire élégante qui semblait absorber la lumière plutôt que la refléter. Il m'a ouvert la portière passager avec une courtoisie qui semblait venir d'une autre époque, et je suis montée sans poser de questions sur où nous allions. Il a démarré et conduit en silence à travers les rues de Lyon, naviguant le dédale de ruelles étroites et de boulevards larges avec la familiarité de quelqu'un qui avait étudié la géographie de cette ville comme on étudie un texte sacré. La pluie tombait plus fort maintenant, les essuie-glaces créant un rythme hypnotique, et je regardais les lumières de la ville défiler par la fenêtre en essayant de calmer les battements frénétiques de mon cœur. Nous avons fini par nous garer près du parc de la Tête d'Or, dans une petite rue bordée d'arbres dont les branches se balancèrent dans le vent comme des danseurs fantomatiques. Gaspard a coupé le moteur et pendant un long moment, nous sommes restés assis dans le silence, écoutant le tambourinement de la pluie sur le toit de la voiture, le bruit étouffé du vent dans les arbres, le battement de nos propres respirations. Finalement, il s'est tourné vers moi et a commencé à parler. Et ce qu'il m'a raconté a fait s'effondrer toutes les certitudes que j'avais construites au cours des 24 dernières années. Il a dit qu'après être retourné en Norvège, il n'avait jamais cessé de penser à moi. Que chaque décision importante qu'il avait prise avait été teintée par mon absence. Il avait terminé ses études, commencé à travailler dans l'entreprise familiale,
grimper les échelons avec une détermination qui impressionnait tout le monde, mais qui était en réalité motivée par un désir de se prouver quelque chose à lui-même, de devenir le genre d'homme qui méritait le genre de femme que j'étais. Quand j'avais arrêté de répondre à ses lettres et à ses appels, il avait d'abord pensé que c'était temporaire, que je traversais le deuil de ma mère et que j'avais besoin d'espace. Mais les semaines étaient redevenues des mois, et les mois étaient redevenus des années, et éventuellement il avait dû accepter que peut-être j'avais simplement changé d'avis, que peut-être ce que nous avions partagé n'avait pas été aussi significatif pour moi que ça l'avait été pour lui. Il s'était marié 7 ans après notre séparation, une femme norvégienne qu'il avait rencontrée lors d'un événement professionnel, quelqu'un de gentil et d'intelligent, mais avec qui il n'avait jamais ressenti cette connexion profonde que nous avions partagée. Le mariage avait duré 3 ans, avant qu'ils réalisent tous les deux qu'ils essayaient de construire quelque chose sur des fondations inexistantes, qu'ils s'étaient mariés plus par logique que par amour, plus par peur de la solitude que par désir réel d'être ensemble. Après le divorce, Gaspard avait plongé encore plus profondément dans le travail, développant son entreprise familiale en un conglomérat qui opérait dans 12 pays différents. Il avait voyagé partout dans le monde, conclu des accords qui valaient des millions, été interviewé par des magazines économiques qui le présentaient comme un exemple de réussite scandinave. Mais malgré tout ce succès extérieur, quelque chose en lui restait fondamentalement insatisfait, comme si toutes ces réalisations n'étaient que des distractions élaborées pour ne pas affronter le fait que la personne qu'il voulait vraiment partager sa vie avait disparu sans laisser de traces. Puis, 3 mois auparavant, son équipe d'acquisition lui avait présenté une opportunité d'acheter un cabinet d'avocats français à Lyon. C'était une entreprise de taille moyenne, avec des clients solides, mais une gestion familiale dépassée. Exactement le genre d'acquisition que son conglomérat ciblait habituellement. Mais ce qui avait vraiment attiré son attention n'étaient pas les chiffres financiers ni les perspectives de croissance. C'était mon nom sur une liste d'employés, ou plutôt sur une liste de conjoints d'employés. Éléonore Savidane, mariée à Tristan Morel, avocat senior. Il avait vu ce nom et son cœur s'était arrêté parce que même après 24 ans, il n'avait jamais oublié comment il se prononçait, comment il sonnait dans sa bouche, comment il résumait tout ce qu'il avait perdu. Il avait fait des recherches, embauché des détectives privés pour confirmer que c'était bien moi. Obtenu des photos récentes qui montraient une femme de 50 ans qui ressemblait à la jeune femme qu'il avait connue, mais avec quelque chose d'éteint dans les yeux, quelque chose de résigné qui lui avait brisé le cœur. Et il avait décidé d'acheter l'entreprise entière, de payer bien au-dessus de sa valeur réelle, juste pour avoir une excuse de revenir à Lyon, juste pour avoir une chance de me revoir ne serait-ce qu'une fois. Le bal de ce soir avait été organisé spécifiquement dans ce but, pour créer une situation où nous nous retrouverions dans le même espace, où il pourrait me voir et peut-être comprendre pourquoi j'avais disparu, peut-être obtenir une forme de clôture qui lui permettrait enfin de passer à autre chose. Mais quand il m'avait vu ce soir, debout seul près de cette colonne avec une expression qui mélangeait tristesse et résignation, quelque chose en lui avait compris que je n'étais pas heureuse, que le choix que j'avais fait 24 ans auparavant n'avait pas mené au bonheur que j'avais espéré, et toutes ces intentions de simplement obtenir une clôture s'étaient évaporées. Parce qu'il réalisait maintenant qu'il ne m'avait jamais vraiment cherché pour comprendre pourquoi j'étais partie. Il m'avait cherché parce qu'il n'avait jamais cessé de m'aimer et ne cesserait jamais. Les larmes coulaient sur mon visage maintenant, chaudes et incontrôlables, et je ne faisais aucun effort pour les essuyer. Toutes ces années passées à me convaincre que j'avais fait le bon choix, que la sécurité était plus importante que la passion, que grandir signifiait accepter une vie tiède plutôt que risquer une vie intense, tout cela s'effondrait face à la réalité simple et dévastatrice que j'avais gaspillé 24 ans à fuir le seul homme qui m'avait jamais vraiment vu. Nous sommes restés assis dans cette voiture pendant des heures, regardant la pluie transformer les fenêtres en rivières floues, parlant de tout ce que nous avions vécu pendant ces 24 années de séparation, remplissant les blancs dans nos histoires respectives avec une urgence qui venait de comprendre combien de temps nous avions déjà perdu. Gaspard m'a raconté ses voyages en Asie, où il avait appris la patience en regardant des moines tibétains méditer pendant des jours. Ses années en Amérique du Sud, où il avait découvert que la réussite financière sonnait creux quand on n'avait personne avec qui partager les couchers de soleil sur le Pacifique,
Ces nuits, seul dans des hôtels 5 étoiles, à se demander pourquoi il continuait à construire un empire pour lequel il n'avait aucun héritier, ni personne qui s'en souciait vraiment. Je lui ai raconté mes années avec Tristan, non pas avec amertume, mais avec une sorte de détachement clinique, comme si je parlais de la vie de quelqu'un d'autre. Les premières années où j'avais encore essayé de maintenir une apparence de connexion, organisant des dîners avec ses collègues et leurs épouses parfaitement mises qui parlaient de rénovation de cuisine et de vacances aux Maldives, avec un enthousiasme que je ne pouvais pas feindre de façon convaincante. Les années moyennes où nous avions développé une routine confortable mais vide, lui partant tôt au bureau et rentrant tard, moi remplissant mes journées avec des activités qui ne menaient nulle part, cours de yoga où je n'étais jamais vraiment présente, bénévolat dans des associations où je faisais les mouvements sans investissement émotionnel, déjeuner avec des femmes que je ne pouvais pas vraiment appeler amies, parce que nos conversations ne dépassaient jamais la surface polie de sujets sans importance. Et les dernières années où nous avions arrêté de faire semblant complètement, existant côte à côte comme deux planètes en orbite parallèle qui ne se touchent jamais, partageant un espace physique mais aucune intimité réelle, échangeant des informations logistiques sur les courses à faire et les factures à payer, mais jamais rien de plus profond que le strict nécessaire fonctionnel. Je lui ai dit que je ne pouvais pas blâmer Tristan entièrement pour l'échec de notre mariage, parce que j'y étais entrée déjà brisée, déjà résignée, cherchant non pas l'amour mais un refuge contre l'amour. Un endroit où je pouvais me cacher de l'intensité des sentiments que Gaspard avait réveillés en moi et que je n'avais pas eu le courage de suivre. Quand l'aube a commencé à éclaircir le ciel au-dessus de Lyon, transformant les nuages noirs en traînées grises, puis roses, puis dorées, Gaspard m'a dit quelque chose qui a changé la façon dont je voyais toutes ces années perdues. Il a dit que peut-être ces 24 ans n'avaient pas été perdus, mais nécessaires. Que peut-être nous avions tous les deux eu besoin de vivre d'autres vies, de faire d'autres erreurs, de devenir d'autres versions de nous-mêmes, avant de pouvoir vraiment apprécier ce que nous avions ensemble. Que peut-être le timing catastrophique de notre séparation originale faisait partie d'une logique plus large que nous ne pouvions pas voir à l'époque. Je ne sais pas si je croyais vraiment à cette philosophie du destin et du timing parfait. Mais il y avait quelque chose de réconfortant dans l'idée que toute cette souffrance n'avait pas été complètement vaine, qu'elle avait servi à quelque chose, même si ce quelque chose était juste de nous faire apprécier ce moment présent avec une profondeur qu'on ne peut atteindre qu'après avoir connu l'absence. Gaspard m'a raccompagné chez moi alors que le soleil montait au-dessus des toits de Lyon, inondant les rues étroites d'une lumière dorée qui faisait briller les pavés encore mouillés de pluie. Il s'est garé devant la maison que je partageais avec Tristan. Une maison de ville dans un quartier respectable avec une façade en pierre blonde et des volets bleu foncé. Le genre de maison qui devrait signifier sécurité et stabilité, mais qui pour moi ne signifiait rien d'autre qu'une prison élégante que j'avais moi-même construite. Avant que je descende de la voiture, Gaspard a posé doucement sa main sur la mienne et m'a regardé avec une intensité qui m'a fait comprendre qu'il était sur le point de dire quelque chose d'important. Il a dit qu'il ne s'attendait à rien de moi, qu'il n'était pas venu à Lyon pour détruire ma vie ou pour me forcer à faire des choix impossibles, qu'il voulait juste que je sache qu'il ne m'avait jamais oublié et ne m'oublierait jamais. Mais il a aussi dit que si jamais je décidais que je voulais quelque chose de différent de la vie que j'avais maintenant, il serait là, où que je sois, quoi que je décide, pour aussi longtemps que j'aurais besoin de lui. Je suis sortie de la voiture en tremblant, non pas de froid, mais d'une sorte d'anticipation terrifiée face à ce qui allait inévitablement se passer maintenant. J'ai marché jusqu'à la porte d'entrée avec des jambes qui semblaient appartenir à quelqu'un d'autre, inséré ma clé dans la serrure avec des mains qui tremblaient tellement que ça m'a pris 3 essais, poussé la porte et trouvé Tristan exactement où je savais qu'il serait. Il était assis dans le salon, toujours habillé dans son costume froissé de la veille, ses cheveux en désordre, ses yeux rouges d'une nuit sans sommeil et probablement de larmes qu'il n'admettrait jamais avoir versées. Sur la table basse devant lui, il y avait une bouteille de whisky à moitié vide et un verre, et l'odeur d'alcool flottait dans l'air comme un reproche silencieux. Quand il m'a vu, quelque chose dans son visage s'est durci, passant de la vulnérabilité d'un homme brisé à la fureur d'un homme humilié.
Sa voix est sortie froide et dure comme de la glace quand il m'a demandé où j'avais été toute la nuit, même si nous savions tous les deux qu'il connaissait déjà la réponse. J'ai dit simplement que j'avais été avec Gaspard, que nous avions parlé, que nous avions rattrapé 24 ans en quelques heures. Tristan s'est levé si brusquement que son verre est tombé de la table et s'est renversé sur le tapis blanc cassé que nous avions acheté ensemble il y a 10 ans, créant une tache sombre qui allait être impossible à enlever, un peu comme ce qui était en train de se passer entre nous. Il a crié que je l'avais humilié devant tout le monde, devant son patron, devant ses collègues, devant toutes les personnes avec qui il devait travailler maintenant, que comment est-ce que je pensais qu'il allait pouvoir retourner au bureau après ce que j'avais fait, que est-ce que les gens allaient dire quand ils apprendraient que sa femme l'avait quitté au milieu d'un bal pour partir avec le propriétaire de l'entreprise. J'ai écouté sa tirade sans l'interrompre, le laissant déverser toute sa colère et son humiliation et sa douleur. Et quand il a finalement manqué de mots et s'est arrêté haletant au milieu du salon, j'ai dit quelque chose que je pensais depuis des années, mais que je n'avais jamais eu le courage de verbaliser. J'ai dit que je comprenais qu'il se sentait humilié, mais que ce n'était pas vraiment à propos d'hier soir, que son humiliation venait du fait qu'il réalisait maintenant ce que j'avais réalisé il y a longtemps, que notre mariage n'était pas un partenariat réel, mais une performance pour un public qui ne se souciait même pas vraiment de nous, que nous avions passé 20 ans à jouer des rôles dans une pièce que personne ne regardait vraiment. Le visage de Tristan est passé du rouge de la colère au blanc de quelque chose qui ressemblait à du choc, ou peut-être à une compréhension qui commençait lentement à percer à travers toutes ses défenses. Il a reculé d'un pas, comme si mes mots l'avaient physiquement frappé, et a demandé d'une voix que je ne lui avais jamais entendue, petite et vulnérable, et complètement dépouillée de sa bravade habituelle, si je l'avais jamais aimé. C'était une question à laquelle je ne pouvais pas répondre honnêtement, sans être cruelle. Mais je lui devais au moins l'honnêteté après 20 ans de mensonges polis et de demi-vérités confortables. J'ai dit que je pensais l'avoir aimé à ma façon, que j'avais certainement essayé de l'aimer, mais que j'avais probablement épousé l'idée de lui plus que lui vraiment, l'idée de sécurité et de prévisibilité, et de n'avoir plus jamais à risquer d'être blessé par une vraie connexion émotionnelle. Tristan s'est effondré dans le canapé comme si toute l'énergie venait de quitter son corps d'un coup. Il a mis sa tête dans ses mains, et pour un long moment, le seul son dans la pièce était sa respiration laborieuse, et le tic-tac de l'horloge ancienne sur le manteau de la cheminée qui marquait les secondes de notre mariage en train de mourir. Finalement, il a relevé la tête et m'a regardé avec des yeux qui contenaient quelque chose que je n'avais jamais vu chez lui auparavant, quelque chose qui ressemblait à de la clarté douloureuse. Il a dit qu'il avait toujours su au fond de lui que je n'étais pas vraiment présente dans notre mariage, mais qu'il avait choisi de l'ignorer parce que c'était plus facile que d'affronter la réalité, que peut-être lui aussi avait épousé l'idée de moi plus que moi vraiment, l'idée d'avoir une femme appropriée qui faisait les bonnes choses et disait les bonnes choses et ne causait pas de problème. Nous sommes restés assis là pendant ce qui a semblé être des heures, deux étrangers qui avaient partagé un lit pendant 20 ans, ayant finalement une conversation honnête pour la première fois. Et d'une certaine façon tordue, c'était le moment le plus intime que nous avions partagé dans tout notre mariage. Cette admission mutuelle, que nous nous étions tous les deux trompés nous-mêmes et l'un l'autre, que nous avions construit une vie sur des fondations de peur plutôt que d'amour. Quand le soleil était haut dans le ciel et que les bruits de la ville éveillée filtraient à travers les fenêtres fermées, j'ai dit à Tristan que j'allais partir, que j'allais emballer mes affaires et trouver un appartement, que nous pouvions commencer les démarches de divorce aussi vite ou aussi lentement qu'il voulait, mais que je ne pouvais plus continuer à vivre ce mensonge. Il n'a pas protesté, n'a pas supplié, n'a même pas semblé surpris. Il a juste hoché la tête lentement et demandé si c'était pour être avec Gaspard, et j'ai répondu honnêtement que je ne savais pas, que peut-être oui et peut-être non, mais que mon départ n'était pas vraiment à propos de Gaspard. C'était à propos de moi, et du fait que je ne pouvais plus continuer à être une version réduite de moi-même juste pour maintenir une paix superficielle dans une maison qui n'avait jamais vraiment été un foyer. Les 6 mois qui ont suivi mon départ ont été les plus difficiles et simultanément les plus libérateurs de toute mon existence. J'ai loué un petit studio au 5e étage d'un immeuble près de la place Bellecour,
Un espace minuscule avec juste assez de place pour un lit, une petite cuisine et un bureau coincé sous une fenêtre mansardée qui donnait sur les toits de Lyon. C'était à peine meublé. Les murs étaient peints d'un blanc terne qui aurait eu besoin d'être rafraîchi. Le parquet craquait à chaque pas. Mais c'était entièrement à moi et ça changeait tout. Les premières semaines ont été étranges et désorientantes, comme apprendre à marcher après des années dans un fauteuil roulant. Je me réveillais le matin dans ce lit inconnu et passais plusieurs secondes désorientée avant de me souvenir où j'étais et pourquoi, puis une vague de quelque chose entre la panique et l'euphorie me submergeait en réalisant que je n'avais personne à qui répondre, personne dont j'avais besoin de gérer l'humeur, aucune performance à maintenir. Tristan a demandé le divorce immédiatement, contactant les avocats le jour même de mon départ avec une efficacité qui suggérait qu'il voulait que tout soit terminé aussi rapidement que possible pour minimiser son humiliation publique. Les procédures ont été étonnamment simples parce que nous n'avions pas d'enfants pour compliquer les choses. Pas de propriété conjointe à diviser, puisque la maison était techniquement dans le nom de sa famille, pas de bataille financière compliquée, parce que j'avais abandonné toute carrière potentielle des années auparavant et n'avais rien qui valait la peine de se battre pour. Ces avocats ont proposé une pension alimentaire généreuse, probablement plus motivée par son désir de ne pas sembler mesquin publiquement que par une quelconque générosité réelle, mais j'ai surpris tout le monde en refusant. Je ne voulais rien de Tristan, aucun lien financier qui me rattacherait à une vie que je voulais laisser complètement derrière moi. J'avais quelques économies que ma mère m'avait laissées et que j'avais gardées séparées pendant toutes ces années, presque comme si une partie de moi avait toujours su que j'aurais éventuellement besoin d'une sortie. Gaspard et moi nous sommes vus régulièrement pendant ces mois, mais nous avons pris notre temps, avançant avec une prudence qui venait de comprendre combien notre histoire était fragile et précieuse. Nous ne nous sommes pas précipités dans quoi que ce soit. Nous ne sommes pas tombés dans le piège facile de penser que 24 ans d'attente signifiaient que nous devions maintenant rattraper le temps perdu en accélérant chaque étape. Au lieu de cela, nous avons fait ce que nous faisions le mieux ensemble, marcher et parler pendant des heures. Nous nous rencontrions au bord de la Saône et marchions le long des quais comme nous l'avions fait quand nous étions jeunes. Mais maintenant, avec 50 ans de vie vécue entre nous et une conscience aiguë de la fragilité du temps et des secondes chances, nous parlions de tout et de rien, rattrapant les détails manqués de nos vies, mais aussi explorant qui nous étions devenus en tant que personnes, découvrant que malgré toutes les années et toutes les expériences qui nous avaient changés, quelque chose de fondamental restait identique. Cette facilité de communication et cette compréhension mutuelle qui nous avait attirés l'un vers l'autre à l'origine. Un après-midi environ 3 mois après mon départ, alors que nous étions assis sur un banc dans le parc de la Tête d'Or, regardant les enfants jouer près du lac, Gaspard m'a demandé si j'avais déjà pensé à retourner à l'université, à finir ce que j'avais commencé il y a si longtemps avant que tout s'effondre. L'idée m'a semblé absurde au début, et je lui ai dit que j'avais 50 ans, que c'était ridicule de penser recommencer des études académiques à cet âge, que ce temps de ma vie était passé depuis longtemps. Mais Gaspard m'a regardé avec ce sourire patient que je n'avais jamais oublié et a dit que c'était justement maintenant le moment parfait, que j'avais assez vécu pour avoir une perspective réelle sur l'art et l'histoire que je n'avais pas à 26 ans, que les meilleures recherches venaient souvent de gens qui revenaient à leur passion après avoir vécu assez de vie pour vraiment comprendre ce qu'ils étudiaient. Cette conversation a planté quelque chose en moi, qui a commencé à germer lentement. J'ai commencé à penser à mes anciennes recherches sur les manuscrits médiévaux, me demandant si mes anciens professeurs étaient encore à l'université, si mes idées d'il y a 24 ans avaient de la valeur, ou si elles sembleraient naïves et datées maintenant. J'ai passé des soirées dans mon petit studio à parcourir des articles académiques en ligne, redécouvrant une passion que j'avais crue morte, mais qui était juste endormie, attendant le bon moment pour se réveiller. Finalement, j'ai pris mon courage à deux mains et contacté le professeur Beaumont qui avait été mon directeur de thèse originale. Il avait maintenant plus de 70 ans, mais enseignait toujours. Et quand il a reçu mon email après 24 ans de silence, sa réponse a été si chaleureuse et encourageante qu'elle m'a fait pleurer. Il se souvenait de moi, se souvenait de mes recherches, disait qu'il s'était toujours demandé ce qui m'était arrivé et était ravi d'apprendre que j'envisageais de reprendre mes études.
Nous nous sommes rencontrés dans un café près de l'université et avons parlé pendant des heures de mes anciennes idées et de comment le chant avait évolué depuis, de nouvelles méthodologies et de nouvelles technologies qui pourraient enrichir mes recherches originales. Il m'a encouragé à me réinscrire, m'a aidé à naviguer la bureaucratie universitaire qui avait considérablement changé depuis mon époque, m'a même offert de reprendre son rôle de directeur de thèse si je décidais de poursuivre un doctorat. 6 mois presque jour pour jour après avoir quitté Tristan, j'ai reçu les papiers finaux du divorce par courrier. C'était fini officiellement. 20 ans de mariage dissous en quelques pages de jargon légal et de signatures notariées. J'ai pensé que je me sentirais triste ou nostalgique, ou au moins quelque chose, mais tout ce que j'ai ressenti était un soulagement immense et une légèreté que je n'avais pas connue depuis des décennies. Ce soir-là, Gaspard m'a emmené dîner dans un petit restaurant près de la cathédrale Saint-Jean, un endroit intime avec des murs en pierre exposés et des bougies sur chaque table qui créaient une atmosphère chaleureuse et accueillante. Nous avons commandé du vin et parlé de l'avenir d'une façon que nous n'avions pas osé faire jusqu'ici, reconnaissant implicitement que maintenant que j'étais vraiment libre, nous pouvions commencer à imaginer des possibilités réelles plutôt que des hypothèses vagues. Vers la fin du repas, Gaspard a posé doucement sa main sur la mienne et m'a dit qu'il avait une proposition à me faire. Mon cœur s'est accéléré parce que je ne savais pas à quoi m'attendre, si c'était trop tôt ou pas assez tôt, ou exactement le bon moment pour des questions de ce genre. Il a dit qu'il voulait que je vienne vivre avec lui en Norvège, pas nécessairement pour toujours, mais au moins pour un temps, pour voir si c'était ce que nous voulions vraiment, pour découvrir qui nous étions ensemble maintenant, après tout ce temps et toutes ces expériences qui nous avaient changés. Il a dit qu'il avait une maison au bord d'un fjord près d'Oslo, que c'était paisible et beau, et qu'il pensait que j'aimerais, que je pourrais continuer mes recherches à distance avec la technologie moderne, que nous pourrions simplement être ensemble, sans la pression de Lyon et de tous les gens qui nous connaissaient et nous jugeaient. Ma première réaction a été la peur, cette vieille peur familière de prendre des risques et de faire des changements radicaux et de potentiellement tout perdre à nouveau. C'était exactement la même conversation que nous avions eue 24 ans auparavant, et la dernière fois, je l'avais laissé partir parce que j'avais eu trop peur de le suivre. Mais alors je me suis regardée vraiment, cette femme de 50 ans assise dans un restaurant romantique avec l'homme qu'elle n'avait jamais cessé d'aimer, et j'ai réalisé que je n'étais plus cette fille terrifiée de 26 ans qui venait de perdre sa mère. J'avais vécu une vie entière depuis, fait d'énormes erreurs et survécu à des années de médiocrité silencieuse, et maintenant, j'avais une seconde chance que la plupart des gens ne reçoivent jamais. J'ai regardé Gaspard dans les yeux et j'ai dit oui. Nous avons quitté Lyon 3 mois plus tard, le temps que je termine les formalités de ma réinscription universitaire et arrange tout pour pouvoir continuer mes recherches à distance. J'ai emballé mes quelques possessions du studio dans des cartons, fait mes adieux au professeur Beaumont en promettant de rester en contact régulier, et monté dans un avion pour Oslo avec une seule valise et un cœur plus léger que je ne l'avais senti depuis des décennies. La maison de Gaspard était tout ce qu'il avait promis, et plus encore, une structure en bois traditionnelle norvégienne perchée sur une colline surplombant un fjord d'un bleu impossible, entourée de forêts de pins et de montagnes qui semblaient toucher le ciel. C'était isolé, mais pas oppressivement, assez proche d'Oslo pour ne pas être coupé du monde, mais assez loin pour ressentir une vraie paix et tranquillité. Les premiers mois en Norvège ont été une période d'ajustement étrange et merveilleux. J'apprenais une nouvelle langue, m'habituais à des jours qui duraient à peine quelques heures en hiver et presque 24 heures en été, découvrais une culture qui valorisait le silence et l'espace personnel d'une façon très différente de l'intensité sociale française. Mais plus important encore, j'apprenais à vivre avec Gaspard non pas comme l'idée romantique que j'avais portée pendant 24 ans, mais comme un être humain réel avec des habitudes et des humeurs et des imperfections. Et découvrir qui il était vraiment, toutes les couches derrière le souvenir idéalisé, ne m'a pas déçu, mais m'a fait l'aimer encore plus profondément parce que c'était un amour basé sur la réalité plutôt que sur la nostalgie. Nous avons établi une routine simple qui tournait autour du travail et de la nature et du temps passé ensemble. Le matin,
Je travaillais sur mes recherches dans un petit bureau qu'il avait aménagé pour moi avec vue sur le fjord, reprenant contact avec mes anciennes idées et découvrant avec surprise qu'elles avaient encore de la valeur, que mon travail inachevé d'il y a 24 ans contenait des insights que d'autres chercheurs n'avaient pas encore explorés complètement. L'après-midi, nous marchions dans les forêts environnantes ou le long des rives du fjord, observant les changements subtils des saisons dans ce paysage nordique qui semblait simultanément dur et incroyablement beau. Le soir, nous cuisinions ensemble, des plats norvégiens qu'il m'apprenait à préparer et des plats français que je lui enseignais, créant nos propres traditions culinaires qui mélangeaient nos deux cultures. Et la nuit, nous parlions pendant des heures avant de dormir, rattrapant non seulement 24 ans de séparation, mais toute une vie de pensée et d'expériences que nous voulions partager. Parfois nous parlions de choses profondes, de philosophie et de mort et du sens de tout ça. Et parfois nous parlions de bêtises complètes, riant comme des enfants de blagues privées que personne d'autre ne trouverait drôles. Un matin d'été norvégien, alors que le soleil brillait à 3 heures du matin, parce que nous étions si au nord que les nuits blanches duraient des semaines, je me suis réveillée avant Gaspard et suis sortie sur la terrasse avec une tasse de café. Le fjord était complètement immobile, réfléchissant les montagnes et le ciel comme un miroir parfait, et l'air était si pur qu'on pouvait voir chaque détail des pics lointains avec une clarté hallucinante. J'étais là debout dans mon peignoir, pieds nus sur le bois de la terrasse encore frais de la nuit, et j'ai réalisé quelque chose qui m'a fait pleurer. J'ai réalisé que j'avais passé 20 ans à me faire petite, à rétrécir qui j'étais pour occuper moins d'espace dans un mariage qui n'avait jamais vraiment eu de place pour moi. Et maintenant j'étais ici dans ce lieu vaste et ouvert où je pouvais respirer aussi profondément que je voulais, et crier aussi fort que je voulais, et être aussi grande que j'avais toujours été censée être. Et personne ne me dirait que j'en faisais trop, ou que j'étais embarrassante, ou que je devais me calmer. Gaspard est sorti quelques minutes plus tard, m'a trouvé là debout en train de pleurer face au fjord, et m'a simplement prise dans ses bras, sans poser de questions parce qu'il comprenait que certaines larmes n'ont pas besoin d'explication, qu'elles sont juste la façon dont le corps libère des décennies de douleurs compressées. 3 ans ont passé depuis cette nuit au bal à Lyon, où tout a changé. 3 ans depuis que Gaspard a traversé ce salon et m'a dit qu'il m'avait cherché pendant 24 ans. Je vis toujours en Norvège, dans la maison au bord du fjord, et je n'ai pas envie de partir. J'ai terminé ma thèse de doctorat l'année dernière, une recherche sur les manuscrits enluminés du XIVe siècle qui a été bien reçue dans les cercles académiques et qui sera bientôt publiée comme livre. Je travaille maintenant comme consultante pour un petit musée à Bergen, organisant des expositions exactement comme je rêvais de faire quand j'avais 26 ans. Gaspard et moi ne sommes pas mariés et n'avons aucune intention de l'être, ayant tous les deux appris que les papiers officiels ne signifient pas grand-chose comparé à la réalité quotidienne de choisir activement d'être avec quelqu'un. Mais nous sommes engagés l'un envers l'autre d'une façon plus profonde que n'importe quel mariage que j'ai connu. Un engagement qui vient de savoir exactement ce que nous avons et combien il serait facile de le perdre à nouveau. Parfois je repense à cette femme que j'étais pendant ces 20 ans avec Tristan, cette version de moi qui se faisait petite et qui obéissait et qui disparaissait pour ne gêner personne. Et je me demande ce qu'elle penserait de moi maintenant, de cette femme de 53 ans qui vit dans un pays étranger, qui a repris ses études académiques, qui partage sa vie avec un homme qu'elle a aimé et perdu et retrouvé après presque un quart de siècle. Je pense qu'elle serait fière, ou peut-être qu'elle serait terrifiée, ou peut-être les deux simultanément. Parce que j'ai appris quelque chose de fondamental au cours de ces 3 dernières années, quelque chose que je souhaite pouvoir revenir en arrière et dire à ma jeune version de 26 ans qui avait si peur de tout risquer. J'ai appris qu'il n'est jamais trop tard pour revenir à qui vous étiez vraiment, avant que la vie et la peur et les compromis vous transforment en quelqu'un que vous ne reconnaissez plus. Qu'il n'est jamais trop tard pour choisir le bonheur, même si ce choix signifie détruire complètement la vie que vous avez si soigneusement construite. Et surtout, que vous ne devriez jamais vous faire petite pour quelqu'un qui est incapable ou refuse de voir votre lumière. Gaspard m'a dit quelque chose l'autre jour qui a résonné si profondément que je ne pense pas que je l'oublierai jamais. Nous étions assis sur notre terrasse, regardant le coucher de soleil transformer le fjord en or liquide.
et il a dit que j'avais toujours brillé, même quand je croyais être invisible, même pendant toutes ces années où je pensais avoir éteint ma propre lumière pour accommoder quelqu'un d'autre. Il a dit que cette lumière était toujours là, juste temporairement cachée sous des couches de peur et de résignation, attendant le bon moment pour briller à nouveau. Et maintenant je le crois. Maintenant je peux regarder dans le miroir et voir cette lumière, reconnaître cette femme qui me regarde comme quelqu'un que je connais vraiment, quelqu'un que j'aime vraiment. Parfois les secondes chances arrivent quand on s'y attend le moins. Parfois l'amour qu'on pensait avoir perdu pour toujours trouve un moyen de revenir. Et parfois il faut passer par 24 ans d'erreurs et de leçons difficiles avant d'être vraiment prête pour le bonheur qu'on a refusé la première fois. Je ne regrette pas ces 24 ans, même les 20 que j'ai passés dans un mariage vide. Parce que sans ces années, sans cette douleur et cette perte et cette lente mort de soi, je n'aurais pas la profondeur d'appréciation que j'ai maintenant pour chaque matin où je me réveille à côté de Gaspard, pour chaque promenade que nous faisons dans les forêts norvégiennes, pour chaque conversation qui s'étend jusqu'aux petites heures du matin. Le bonheur vaut toujours la peine d'attendre, même si l'attente dure presque toute une vie. Et vous, auriez-vous eu ce courage? Le courage de regarder en face une vie entière construite sur la sécurité plutôt que sur l'amour, et de tout laisser tomber pour une seconde chance que la plupart d'entre nous n'osent même pas imaginer? Je vous pose cette question non pas pour vous juger, mais parce que je sais que beaucoup d'entre vous, en m'écoutant aujourd'hui, ont peut-être reconnu quelque chose de votre propre histoire dans la mienne. Peut-être avez-vous aussi choisi la stabilité quand votre cœur criait autre chose. Peut-être avez-vous aussi laissé partir quelqu'un qui vous voyait vraiment, parce que le risque semblait trop grand, parce que les responsabilités pesaient trop lourd, parce que la vie vous a appris que rêver fait mal quand les rêves se brisent. Ou peut-être êtes-vous de celles qui ont pris le risque et qui le regrettent, ou de celles qui ne l'ont jamais pris et qui se demandent encore, des décennies plus tard, ce qui aurait pu être. Peut-être vivez-vous encore dans ce silence que je connais si bien, ce silence où l'on se fait petite pour ne déranger personne, où l'on étouffe sa propre lumière pour que quelqu'un d'autre puisse briller, ou simplement pour maintenir une paix qui n'en est pas vraiment une. J'aimerais savoir ce que vous ressentez en ce moment. J'aimerais savoir si mon histoire a réveillé quelque chose en vous, une douleur ancienne ou un espoir nouveau, un regret ou une gratitude, une question ou une certitude. Parce que nos histoires, même quand elles sont différentes dans les détails, se touchent toujours quelque part au niveau du cœur, là où nous sommes toutes pareilles, là où nous avons toutes peur et toutes espoir en même temps. Alors je vous demande, si cette histoire vous a touché d'une manière ou d'une autre, laissez-moi un commentaire. Dites-moi d'où vous m'écoutez en ce moment, depuis quelle ville, quel pays, quel coin du monde. Dites-moi si vous auriez fait le même choix que moi, ou si vous auriez choisi différemment. Dites-moi si vous avez déjà vécu quelque chose de similaire, ou si vous vivez encore dans cette attente silencieuse de quelque chose qui pourrait changer tout. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Il n'y a que nos vérités, fragiles et précieuses, qui méritent d'être partagées, parce que c'est en les partageant que nous réalisons que nous ne sommes pas seuls, que ce que nous avons ressenti dans le silence de nos chambres, d'autres l'ont ressenti aussi, que cette solitude qui nous semblait si unique est en fait universelle. Vos mots dans les commentaires deviennent une forme de témoignage, une façon de dire à d'autres femmes qui passent peut-être par la même chose en ce moment. Je te vois, je te comprends, tu n'es pas folle de ressentir ce que tu ressens, tu n'es pas égoïste de vouloir plus que ce que tu as accepté par peur ou par devoir. Chaque commentaire que vous laissez est un petit acte de courage, une petite rébellion contre le silence qu'on nous a toutes appris à maintenir. Et si vous avez aimé cette histoire, si elle a résonné quelque chose de vrai en vous, pensez à vous abonner à cette chaîne. Parce qu'il y aura d'autres histoires comme celle-ci, d'autres femmes qui ont choisi de ne plus disparaître, d'autres vies qui se sont transformées quand quelqu'un a finalement eu le courage de dire non à ce qui ne convenait plus et oui à ce qui faisait battre le cœur plus fort. En vous abonnant, vous ne faites pas que suivre une chaîne. Vous rejoignez une communauté de femmes qui comprennent que la vie ne s'arrête pas à 50 ans, à 60 ans, à 70 ans, que nous pouvons encore choisir, encore changer, encore devenir qui nous aurions dû être avant que la peur nous convainque
d'être quelqu'un d'autre. Vous rejoignez un espace où nos histoires comptent, où nos voix sont entendues, où personne ne nous dit que nous sommes trop vieilles, trop tard, trop quoi que ce soit pour mériter le bonheur. Alors laissez votre trace ici. Dites-moi ce que vous pensez. Dites-moi ce que vous ressentez. Dites-moi d'où vous m'écoutez et si cette histoire a changé quelque chose en vous, même quelque chose de minuscule, même juste une question que vous n'aviez pas avant. Parce que c'est comme ça que nous changeons le monde, une histoire à la fois, une femme à la fois, un courage partagé à la fois. Merci d'avoir écouté mon histoire. Merci d'être là. Merci d'exister exactement comme vous êtes. Et n'oubliez jamais, il n'est jamais trop tard pour revenir à vous-même.